Bonsoir à tous et à toutes. On est très heureux ce soir d'accueillir Antoine Wauters chez Caride pour donc la sortie de son roman Nos mères qui est paru début 2014 chez Verdier. Et on va aussi parler de Césarine de Nuit et de Sylvia qui sont sortis en 2012 et 2014. Voilà, Antoine est écrivain, poète, scénariste pour le cinéma, aussi directeur de collection pour 2 maisons d'édition, je crois. Et donc je propose en fait qu'on démarre cette soirée par une lecture d'un extrait de Nos mères. D'accord. Enfant, quand je faisais référence à toi dans les histoires que j'inventais pour me tenir compagnie, je ne disais jamais maman, ni ma mère, mais bien plutôt nos mères. Comme si j'étais plusieurs enfants et toi plusieurs mères à la fois, et comme si tout ce que je souhaitais finalement c'était ça, diluer nos souffrances en fragmentant nos vies. Elle nous demande où nous vivons. Tout haut, nous ne répondons rien. Tout bas, nous répondons dans le plus grand et le plus beau lieu entouré de biefs, d'osselets, de cascades d'eau chaude et de fines pluies qui ne souillent pas, sur une terre blanche, dans un village de petite taille et de petites montagnes que nous n'allons jamais quitter, dit-on. Nous demeurons. Nous disons nous mordons et nous mordons, aveugles, nos pieds nus caressés par les crocs de bêtes noires. Des araignées peut-être, il y en a tant dans la région, ou des cafards, ils escaladent sur nous. Nous portons des pelisses, des gilets de fine laine, mais le plus souvent, nous allons nus. Après journée, elles viennent nous chercher derrière les plantations de bananiers, d'orangers et de manguiers, où nous vivons dans une abondance verte. Nous mentons. Nos mères nous fixent durement. Elles n'ont encore rien dit mais préparent des sermons, l'air mauvais et une verge à la main dont elles vont déchirer nos peaux, c'est sûr, afin de nous rendre moins fragiles garçons. Elles nous aiment, c'est évident, simplement elles ne supportent plus grand-chose depuis qu'elles sont seules avec nous. Pieds nus sur la terrasse face à la Méditerranée, elles racontent l'épisode de la mort de l'homme de leur vie, mais entre leurs dents, tout bas, toujours entre leurs dents. Mort dans la boue des poussières d'obus, disent-elles, et mort dans la poussière des tirs de Kalachnikov des milices adverses, répétons-nous, entre nos dents aussi, tout bas, tâchant de ne pas les affoler. Elle voudrait que ce soit ça et rien d'autre, elle et nous, elle avec nous, et nous pour elle. Elle tente alors de nous capturer, des boucles terminant leurs mains, de nous garder, de nous couver si fort souvent et de nous punir de ce que nous sommes d'affreux gamins et galopins. Elle nous enferme, pas, et sur nous rabattent les attaches de leurs colliers de perles, et de leurs ceintures, et de leurs chaussures, et de leurs deuils, et de tas d'autres choses encore. Mais nous regardons ailleurs, et nous n'en parlons plus. Nous ne regardons pas la pièce où nous sommes enfermés, non. Nous regardons le soleil et la pluie, le soleil dans la pluie parfois, fixant attentivement les plantations d'arbres fruitiers au loin, et les systèmes souvent fort compliqués d'irrigation. Elle nous étouffe quand elle nous parle. Des paroles doucement agréables, des chants qu'elles font venir par les falaises et rouler et enfler jusqu'à nous. Elles crient, leur enfant. Elles osent poster leur corps sur la terrasse grise de la maison jaune. Mon enfant, mon amour. Elles osent crier, ma brebis, ma poule d'eau, mon amour. Elles ont sur la terrasse des larmes fraîches sous leurs pieds nus. Mon amour, mon enfant. Elles font état de leur tristesse, de leur folie, tout ça qu'elles crachent. Mon enfant, mon amour, ma brebis. Tout ça qu'elles font rouler à notre endroit, sur nous, tout ça qu'elles crachent jusqu'à nous, brûlant nos cœurs, ma chèvre, mon hibou, mon enfant que j'aime chaud. Elles passent, elle et leur robe, sur le blanc et le noir des carreaux du plateau de la terrasse, des mots en bouche, chaque fois les mêmes mots. Ils montent et viennent à nous, du bas de leur détresse, du début de la folie, ils nous rejoignent. Voilà comme font ces femmes. Elles nous jettent des sorts, nous piègent avec des appâts, l'odeur du sésame en nougat et des noisettes au sucre dont on raffole, celle de l'huile d'arachide et de la fleur d'oranger qu'elles versent délicatement dans le verre à thé de grand-père. Elles cuisinent pour nous et pour grand-père seulement, jamais pour elles qui ne sont rien, disent-elles, ou sont des femmes brisées que rien ni personne ne consolera jamais, pas même nous. Au vrai, elles ne cuisinent ni pour nous ni pour grand-père. Ni pour lui, qui ne mange plus rien depuis qu'il est malade et alité dans sa chambre au premier, ni pour nous, qui passons tout notre temps cachés dans cette grotte ou ce grenier au second et dernier. Mon amour, ma poule d'eau, sans cesse. Mon amour, mon cabri d'amour,
ainsi s'adresse-t-elle à nous. Puis elle nous tourne le dos et, pieds nus sur les carreaux blancs et noirs de la terrasse, fume de longues cigarettes très fines en chantant des airs de Marie Keirouz. Voilà. Merci. Je ne vais pas en dire grand-chose parce que le charme est énormément dans la lecture. Juste pour dire quelques mots sur ce livre, donc ça se passe au Proche-Orient. Sans doute on imagine que c'est le Liban, même si c'est pas dit. Donc c'est au milieu de la guerre, sur une colline, dans cette maison où vivent donc une mère, son fils et un grand-père. On comprend très vite, dès le premier chapitre, que le père a été tué, que le grand-père dépérit, se nourrit plus. Et la mère fait ce qu'elle peut, elle n'arrive pas vraiment à surmonter cette perte, à surmonter le désespoir, le chaos de la guerre. Et donc quand pour aller travailler aussi pour protéger son fils, elle l'enferme dans le grenier de la maison quand elle part. Et donc son enfance à lui, évidemment c'est douloureux parce que c'est la guerre, parce qu'il a perdu son père, parce qu'à cause du chagrin de sa mère. Et il est enfermé dans ce grenier et donc il s'invente toute une fratrie. Il est nourri de poésie, d'opéra, de musique classique, notamment par tout ce que lui a transmis son grand-père. Et donc il s'invente cette fratrie, alors il se dédouble en Charbel, Mouktar, Tarek, Pierre, Abdel, Salam. Il y en a quelques-uns. il y en a un certain nombre. Voilà, et sa mère, elle le recouvre à la fois d'amour, de baisers, enfin tout ce qu'on voit, de sucreries, et en même temps elle lui fait subir sa tristesse, l'enfermement, sa dépression et sa folie. Et on voit que l'enfant a à la fois cette douleur, et en même temps qu'il a une résilience énorme qui va se développer par cette capacité de création, d'invention, d'imagination. Je pense qu'effectivement je peux parler un peu de la suite sans faire de spoiler, parce que ça n'est pas un livre à intrigue. Après la guerre continue, l'enfant arrivera à sortir du grenier, sortira du grenier, il partira en Europe, en France, où il sera adopté dans une autre famille avec une autre mère. C'est en France, dans une campagne qui a l'air d'être paisible, mais en fait cette mère, elle est habitée par une guerre intérieure, et donc elle ne va pas vraiment réussir à l'aimer. Et lui, plus tard, il revient sur ce parcours, il essaie de se l'expliquer, alors qu'il est lui-même devenu écrivain. C'est un bon résumé. La première question que j'avais envie de poser, c'est, en fait moi j'ai eu envie de le lire la première fois, dès que j'ai entendu une lecture à voix haute, que vous aviez fait à la soirée Verdier. Et je suis rentrée le soir et j'ai lu le livre et bon, j'étais complètement happée par ce récit. Et donc on a l'impression vraiment que la musique du texte est très importante pour vous. Je voulais savoir comment vous travaillez ça, si c'était juste. C'est vrai que la musique du texte est importante. Dans les trois parties, il y a trois parties dans le livre, et l'écriture évolue. Je pense que dans la première partie, c'est plus une forme de poésie qui est très, très orale, qui à mon avis est le calque de ce que lui vit intérieurement, et donc il est à la fois dans une grande tristesse, une situation d'isolement, et en même temps il n'a pas envie d'abandonner. Donc lui s'inventait un monde imaginaire et utiliser la langue, sa motricité, sa tonicité pour résister à cette situation, c'est ce qui s'impose vraiment à lui. Donc la première partie est pour moi comme une sorte de chant poétique avec un nous, une voix, un je pluriel en fait, puisqu'il s'invente tous ses doubles. Puis quand il est adopté, là il rencontre une autre réalité. Il ne peut plus vraiment se mentir ou jouer avec son imaginaire comme il l'a fait quand il était au Liban, parce que débarquant de là-bas en France ou en Belgique, dans moi ce que j'imagine vraiment être les Ardennes, là il se rend compte qu'il doit s'adapter à tout prix à cette nouvelle donne, cette nouvelle réalité. Et là, pour la première fois, il accède à une parole en jeu. Donc l'écriture évolue. Pour moi, elle se stabilise un petit peu, elle est peut-être moins surprenante. Et dans la troisième partie, du temps est passé, et là, peut-être dans une forme un peu plus classique, mais qui reste très musicale, je crois. Là, il essaie de comprendre ce qui a fait que sa maman adoptive n'a pas pu s'occuper de lui comme elle l'aurait voulu. Et donc pour moi, la musicalité du texte, elle est importante en tant que telle, pratiquement, parce que j'aurais envie parfois d'écrire des textes un peu plus secs, peut-être moins lyriques, plus blancs d'une certaine manière, mais je m'ennuie très vite quand je fais ça.
Et puis je me trouve pas tout à fait bon aussi quand je m'essaye à ce genre de choses. Donc assez naturellement, venant de la poésie, je crois que ces choses-là reviennent. Et puis ici, ben, c'est aussi parce que j'essaye toujours en fait de travailler la langue, donc le comment ça sonne, de le rattacher au fond de l'histoire. Pour moi, une histoire en tant que telle, je ne peux l'écrire que si je trouve la langue exacte pour la servir. Et donc j'essaie de travailler cette harmonie entre le fond, la forme et le son. Et donc c'est vrai que je relis pas mal à voix haute ce que j'ai écrit. Et j'ai toujours, je l'ai déjà dit ces derniers temps, mais pas encore ici, c'est que ma technique entre guillemets pour essayer de construire le texte qui ici est quand même un peu sinueux, c'est que je colle tous les textes, toutes les feuilles sur les murs de mon bureau, et puis je fais des coupes. J'essaye d'enlever un peu de matière parce qu'on a toujours tendance, je crois, dans un premier temps à écrire un peu trop, à ouvrir les vannes un peu largement pour que les choses sortent. Et puis je fais le tour, j'enlève, je déplace beaucoup, et une fois que je peux faire le tour en relisant à voix haute sans qu'il n'y ait plus, à mon sens, de changement ou de retrait à faire, pour moi c'est que le texte tient la route, quoi. Donc voilà, c'est comme ça que ça se termine. Et puis ça permet aussi de retrouver là où l'écriture est quand même en fait une forme de... en tout cas dans une position figée, immobile, retrouver une mobilité. C'est quand même important pour moi, donc d'être debout et d'avoir une vision physique du texte dans l'espace. C'est comme si on déployait tout le livre et qu'on avait une vue d'ensemble panoptique comme ça pour... ouais, je trouve que ça c'est assez éclairant. C'est vraiment une impression, là je saute, mais c'est vraiment une impression qu'on a quand on lit Césarine de nuit, Ouais. parce que comme c'est construit avec des blocs de texte qui sont comme ça, et Ouais. qui sont pas linéaires, où il y a des Tout à repoints fait. en arrière. Je pense que celui-là, là ça rejoint un peu la notion de montage en cinéma, c'est qu'il aurait pu être monté totalement différemment. Et la principale difficulté de ce livre, Césarine, mais de tous, en tout cas pour le moment, c'est que quand j'ai les matériaux de base, je sens qu'il y a des tas d'agencements possibles. Et donc ma principale recherche à ce moment-là, c'est comment le faire tenir pour que ce soit cohérent. Parce qu'ici, il y a quand même des voix, c'est assez éclaté dans Césarine aussi. Donc il faut qu'il y ait une cohérence et en même temps qu'il y ait une place pour le lecteur. J'aimerais qu'il puisse y avoir une place pour le lecteur et que lui-même, je crois que c'est plus particulièrement le cas dans Césarine, il se sente un peu comme dans un jeu de piste où il passe de point en point en essayant, parce que c'est assez elliptique, en essayant de recoudre ou de combler les espaces où il n'y a rien, il y a du blanc, il y a du sous-texte. J'avais une question sur donc ce qu'on voit dans Homère et aussi dans Césarine, ça parle de la violence qui est faite aux enfants et aussi de leur résilience par rapport à cette violence ou à cette privation de liberté. Donc c'est des thèmes qui sont quand même très durs, très douloureux, et en même temps le texte lui il est plein d'énergie. Donc on a l'impression que c'est, et d'ailleurs c'est ce qui se passe pour Jean Charbel, c'est l'écriture ou le langage qui l'aide à faire face. Voilà, donc je voulais savoir si c'était ça, l'espèce de chant du langage. Il y a de ça, je crois que lui et moi aussi d'une certaine manière, j'ai l'impression, et presque plus que l'impression, la conviction que par le langage, par l'écriture, la poésie, on a la possibilité de changer la réalité, ou en tout cas de la transformer. Donc il y a une dimension performative au langage, et il le dit dans le texte que dire... je ne sais plus comment il le tourne, mais c'est que dire, c'est déjà faire, c'est déjà transformer les choses, c'est déjà transformer le monde. Et il y a cette conviction-là chez moi, et donc elle se retrouve ici dans le texte. Et c'est vrai que le livre, quand on prend les thèmes isolément, ou qu'on les met bout à bout, on se rend compte que oui, c'est assez noir, assez sombre, la guerre du Liban, des mères qui sont dépressives, etc. etc. Mais
j'avais envie que ce personnage soit plein d'une énergie vitaliste, et je pense que le premier élément qui va dans ce sens-là, c'est justement dans l'écriture et dans la langue, dans sa langue à lui, qu'on la trouve. Comme si l'antidote à la dépression de ces deux mamans, qui sont pour moi toutes les deux dépressives de manière assez différente, mais comme si l'antidote se trouvait déjà dans la langue et dans la tonicité de la langue. La deuxième maman, elle est constamment allongée, elle dort tout le temps, et je crois que lui, instinctivement, avec cette espèce d'intelligence des enfants qui peuvent capter beaucoup de choses sans forcément les verbaliser, ou être dans le concept comme nous, il se rend compte que c'est par là qu'il doit travailler les choses. Et donc c'est pour ça qu'il développe encore plus son rapport au langage, au point qu'il devient plus tard écrivain. Et alors le Liban, c'est assez loin des Ardennes. Ouais. J'ai vu que j'ai lu un certain nombre d'interviews, j'ai vu que vous aviez des amis au Liban. Et qu'est-ce qui vous a amené en fait à choisir un lieu qui était si... Beaucoup de choses. C'était un voyage que j'avais fait à Beyrouth en 2009. J'étais très touché par la ville et les marques qu'elle garde de la guerre. Donc on voit évidemment les impacts de balles sur les façades, mais c'est le cas dans tous les pays qui ont été en guerre. Ils reconstruisent de façon totalement anarchique là-bas à Beyrouth. Donc en dépit de tout plan d'urbanisme, ils essaient vraiment de reconstruire une ville, mais parfois les chantiers sont abandonnés, donc ça donne quelque chose de... On sent que c'est précipité, mais qu'il y a là une envie du coup de renaître, d'essayer de retrouver une forme d'espoir et une vie en apparence apaisée. Et puis plus fondamentalement, il y a encore deux choses. La première, c'est que pour moi c'est quand même un livre qui parle du non-dit, et que les gens là-bas ont beaucoup de difficultés à accepter de parler de la guerre. C'est vraiment un grand tabou. Et dans la relation que Jean a avec ses deux mamans, et peut-être encore plus avec sa maman adoptive, son obsession à lui, c'est de comprendre ce qu'elle a vécu. Et elle ne parvient pas à lui dire ce qu'elle a vécu. Et donc, cette espèce de non-dit propre à une région du monde qui a connu la guerre, et le non-dit lié à une guerre plus intérieure, ça me semblait pouvoir fonctionner. Mais je ne me sentais pas tout à fait légitime quand même à écrire pour écrire sur le Liban, parce que je ne le connaissais pas très très bien. Mais en restant un petit peu dans le pays, en voyageant, en passant de ville en ville et même de petit village en petit village, il y a des gens qui ont quand même accepté de me parler de la guerre. Et ce qu'il me disait, c'est notamment un garçon qui travaille dans un théâtre m'a parlé du moment où la guerre a commencé à frapper Beyrouth, où c'était des bombardements incessants. Mais à ce moment-là, bizarrement, tous les petits villages avoisinants sur les hauteurs de Beyrouth n'avaient, eux, pas encore été touchés. Et donc ça a créé une forme de parenthèse où, pour la première fois, me disait-il, les pères n'allaient pas travailler à Beyrouth, restaient dans le village, et tous ensemble, ils pouvaient vivre quelque chose de commun. Et ça allait complètement à l'encontre de la vision que moi, je pouvais en avoir, vivant ici. Et donc, je ne sais pas pourquoi ça m'a rassuré sur le fait que peut-être j'étais légitime ou habilité à pouvoir en parler. Je voulais revenir sur la question du montage, ce dont on parlait tout à l'heure, parce que c'est vrai qu'il y a trois voix extrêmement différentes qui s'expriment dans nos mers, donc c'est vraiment polyphonique, quoi. Les voix sont beaucoup plus riches que les personnages eux-mêmes. Et du coup, ma question c'était, est-ce que ce que vous faites pour le cinéma, ça a une influence sur l'écriture ou pas vraiment? Ce que je fais pour le cinéma, c'est vraiment pas de la littérature. C'est que dans le cinéma, les scénarios sur lesquels je travaille, je ne pas dire scénario, mais bon, les scénarios sur lesquels je travaille sont... en fait, les métaphores sont proscrites dans le cinéma. C'est-à-dire que tout ce qui est écrit, on doit immédiatement pouvoir le voir. Il n'y a pas de sous-texte, il n'y a rien. Donc techniquement, c'est intéressant, parce que ça permet de pouvoir faire avancer les choses avec des outils qui existent. Mais moi, j'ai plutôt l'impression que je fonctionne quand même encore au ressenti et à l'intuition. Mais c'est vrai que ça apprend une forme de concision. Efficacité, non, parce que moi je me refuse à ça, je ne sais pas très bien ce que c'est.
et par chance les producteurs avec qui on travaille ne nous obligent, je dis nous parce que je les co-scénarise les textes, ne nous obligent pas du tout, ne nous imposent rien en fait. Donc c'est quand même assez précieux. Peut-être que ça joue, mais dans le montage non. Et puis on montait des textes. Enfin, le cinéma, il est né après la littérature et des montages de livres parfois un peu complexes. Il y en a depuis Homère en fait. Donc parfois les journalistes me demandent si ça influence. Pour moi pas, parce que c'est vraiment deux choses très très différentes. Après, il se fait que oui, ça reste un travail autour des mots. Il y a ce bain dans lequel je suis qui peut-être m'apporte des choses, mais les nommer, c'est quand même très difficile. Parce qu'ici, j'ai vraiment l'impression d'être connecté à une réalité intérieure, à des intuitions, des impressions que j'essaye de tirer au clair en écrivant. Dans le cinéma, ça reste quand même beaucoup plus extérieur à moi. Même si les projets sur lesquels je travaille me plaisent, mais j'y vois pas la même nécessité en fait. Si on me disait tu dois arrêter d'écrire pour le cinéma, bon bah je crois que je l'accepterais plus ou moins. Si je devais arrêter d'écrire et de faire des livres, en tout cas, là je ne l'accepterais pas et je continuerai à le faire, quitte à ne pas publier en fait. Donc voilà, c'est pas le même niveau d'importance et de nécessité. Ouais. Alors je voulais parler de Césarine de Nuit et de Sylvia aussi, peut-être qu'on en entende un peu aussi. Ça fait longtemps maintenant. En tout cas, Sylvia, je ne l'ai pas encore lu. D'accord. Et Césarine, je l'ai lu pas mal, mais ça fait un petit temps. Ouais. Donc Césarine de Nuit, on est plongé dans l'atmosphère inquiétante d'un conte pour enfants qui est assez sombre. Donc ces deux jumeaux, Césarine et Fabien, qui vivent à la campagne. Leurs parents sont des paysans. Et Césarine, elle est très vivace, elle est pleine d'énergie, elle est comme un petit lutin, elle est comme une Cendrillon joyeuse, on la voit bondir dans la campagne avec son frère. Et puis un jour, ils sont abandonnés par leurs parents. C'est un peu le petit poussé. Ouais. Et ils arrivent dans une grande ville dans laquelle ils vont essayer de s'intégrer et ils vont jamais vraiment y réussir. Et donc c'est cet abandon, ou alors leur différence, on ne sait pas, parce que dès le début on a quand même l'impression qu'ils sont quand même très singuliers, mais en tout cas ils vont rester des êtres inadaptés, différents, qui vivent dans la rue, voilà, et qui n'arrivent pas à s'intégrer. Et puis ils sont capturés littéralement l'un après l'autre, et ils sont envoyés dans des centres de redressement, on ne sait pas vraiment si c'est un hôpital, un asile, pour les retirer de la société, essayer de les faire rentrer dans le moule ou simplement les dissimuler parce qu'ils sont différents. C'est un récit donc qui est construit en petits blocs d'une dizaine de lignes, qui n'est pas linéaire. Il y a des retours en arrière, c'est chamboulé, ça n'est pas heureux, c'est un texte très dur. En même temps, donc ces blocs de texte... Oui, c'est un peu comme des cellules, quoi. Il y a vraiment cette notion d'enfermement dans le texte. En même temps, parfois, il y a aussi comme des bulles de souvenirs heureux de leur enfance, du passé. Donc c'est un texte vraiment que j'ai trouvé absolument magnifique, les trois, hein, de toute façon, et qui va de l'innocence de ces enfants jusqu'à l'enfermement. J'ai le projet de les faire sortir du centre où ils restent enfermés en fait jusqu'à la fin. J'aimerais bien pouvoir donner une suite, mais pas une suite comme on en fait par exemple en bande dessinée ou ailleurs. Je me dis que celui-là c'est terminé sur, c'est effectivement une note quand même toujours assez sombre. C'est-à-dire que c'est pas eux qui ont la main. Ils restent dépendants et tributaires de ce centre où on les a enfermés. Donc j'essaie d'imaginer pour le moment comment les faire sortir, ce qu'ils feraient en dehors du centre. J'ai des petites idées, mais bon, ça va prendre du temps. Voilà. Je veux pas qu'ils restent là en fait, j'ai envie de pouvoir leur offrir autre chose. On peut en entendre. Qu'est-ce que je lis? Le début? Soyons originaux. Je sais pas ce que je lis, tu m'arrêtes pas. Donc le premier chapitre s'appelle simplement Césarine. C'est bizarre parce que j'ai maintenant la musicalité de Nomère en tête, mais bon voilà. La nuit point. Césarine ouvre l'œil, où elle dort à demi et touche quelques objets.
chaque pierre petite, piétinée par oubli, un peu de sève, un minuscule chardon. Dans le cru, la crudité de l'aube, la lumière blanche qui la blesse au plus près, sa voix lève l'aine, l'un rêveur, souvenir muet. Césarine de nuit, sœur cœur du tendrement laissé, de l'aspirant dans l'âme, de Fabien l'aigrelé. Élevée assise à la fenêtre, non loin de voir, par là, couler le fleuve en la grande ville. Césarine bleue de nuit, petit ventre ronflant, petit corps encrassé qu'on garde sous nos yeux, très tendre en son empire. Ne sait rien des douleurs à venir, de Fabien ventre à terre et de ses os brisés. Il lui faudra faire chemin d'abandon, de renonce, fendre la joie, le fil aimant, sa vie au bois comme l'eau vive, elle partira vide. Aux longues jambes et aux très petits shorts, aux longs cheveux qu'elle attache ou laisse librement courir, elle bondit sous nos yeux en bas de la grande tour centrale. Un pied, puis l'autre, un couloir et puis l'autre. Et ce faisant, Césarine chante. Et ce faisant, avec vitesse et à mi-voix, elle frôle les serrures, les portes bien gardées. Et tous, ils sont partis, dit-elle, tous les autres enfants, l'aîné et mon jumeau, Fabien, peau de ma peau. À l'aide de cordes et de lacets, de petites choses à peine visibles qu'on fixe à ses chevilles, on attache la merdeuse, au lit, à l'anneau suspendu, au mur de fin crépi et qui érafle assez. On la lie au mangeoire, au râtelier très sobre afin qu'elle se remplisse. Vide sa soupe, et voilà, vide sa soupe, et voilà, Césarine en est pleine et Césarine récure, plonge dans la javel ses mains comme deux petits pieds. Mal à Césarine, mal à l'ange aux entrailles, et mal à l'autre enfouie, son enfance. On entend les laines qu'elle remue, qu'elle remise à l'usine, l'asile où vont buter les cœurs. Elle remue la nuit le sang dont on fait des fanions. Au revoir. On sait qu'elle n'y peut rien, mais la vue s'est brouillée et le fil a rompu. On sait qu'elle a blessé un homme à la tempe, au couteau à la tempe. On sait qu'elle a mordu. Il y a longtemps, il n'y a plus rien. On la tient enfermée. Au revoir. On la croise les matins, jolie, crasseuse, et encore tard le soir et la nuit depuis les longues années qu'elle est en cage avec nous. Nous passant sous les yeux, sur les pieds, ses fines mains grattant lentement les plinthes et les ardes des murs, ses longs ongles effleurant les objets qu'elle rencontre au hasard, petits fruits morcelés, aiguilles, mie noire de pain à la cuisine sous le néon, sous la lampe sans chaleur et qui grésille assez, sous l'absence de son frère, Fabien. Où Césarine vit, où vivre à goût de bec, de coucou dépioté, les épis d'allant, coupés, les grains bien ronds, coupés, coupés. Printemps, on en oublie l'odeur de vulve d'oison rouge, on coupe, on ébarbe, été, touffeur d'été, où d'autres fous trempés de sueur viennent quand vient la fronde, le fouet joueur et le bourreau mignon. À force labeur, force frottis de gorge, confessons nos vauriens, nos petites pourritures. Elle dit, tout le monde est mort, ça sent la petite pisse et souvent la javel, le chameau ligoté. Le soir elle se promène, et les couloirs sont vides, les ailes battent en silence. Elle dit, comme c'est étrange, comme tout le monde est seul et comme tout le monde dort. J'entends bien les ronfleurs, comme ils parlent du nez, du grognon, c'est étrange. Et là-dessus s'en va, retrouve sa chambre vide. Césarine Sandra, se rêvant nue dans aucun lieu, aucune rue, aucun chemin de ville ni de faubourg douteux, mais aimée dans le bois, dans sa clairière d'enfance par Fabien et Charles, loin de la ville qui coupe. Déchire, dit-elle, déchire. Et elle s'engouffre dans les couloirs, dans les chambres assez vides où sont les pensionnaires, semblant ne pas sentir ni percevoir ses minces attaches, ses fines entraves qui terminent ses chevilles, ses poignets maculés de jeunes pourritures. Nostalgique du bois, elle en rêve, et du miel chagriné des falaises, des courtes chemisettes avec lesquelles bondir et s'élancer dans les taillis, ses belles cuisses enroulées aux arbres, aux éclats des pontons sous le petit grain de pluie. Mais le plus souvent, non, non. On l'assied en tailleur près des bassines au pois, des rayures dans les yeux, des camisoles en lin et des soies élastiques, remaille, recoue, respire. De ces petites robes à col Claudine, la crinoline et les corsets d'avant libération du corps par le t-shirt et le nylon, le lycra plus sportif, petite peste, on la dépouille. On se moque,
On te rhabille, on te cache Césarine sous le tulle, la dentelle, et de beaux voiles d'étamine avec juste là, qui s'ouvrent et se ferment, un petit décolleté chaste qui laisse voir tes pépites, tes oignons, tes raisins d'infortune, et entre nous dormons, nous crachons. Une jeune fille absente, dans un trou, la reconnaître à sa façon de manier la brosse, les poussettes et la loque en pensant à lui, Fabien, et à Charles qui va venir, l'autre frère, tout à la fin, peut-être, à sa façon de parler comme hier elle courut. Oui, monsieur, je vous aime, et plus je vous aime, plus c'est sincère. La voir blottie au lit chaque soir quand on la couche. Oui, monsieur, je vous aime, et plus je vous aime, mieux je me trouve, plus c'est sincère. L'entendre, la voir pleurer. S'imaginer, moi ou une autre fille venue d'ailleurs, du lac Kivu ou des volcans, forcée de quitter un passé de bois et de haute terre terrible, une jeune merdeuse portant de vieux habits puant le charbon et l'ancien temps, la tôle et le carton trancheur de doigts, et qu'on la capture et qu'on l'emmène, et l'avoir capturée si tôt, disent-ils, un couteau à la main avec lequel elle a frappé, elle a cogné à vide et laissé dire à sa colère tout ce qu'elle pense, mais qu'une fille loin de chez elle ne peut pas dire, ne peut que taire. Elle tordra, suera, léchera les soies papillonnes et le gentil textile et tout ce qu'on lui dira. Attendez voir. En voiture ou en petit van, on l'emmènera alors scruter les travailleurs du chantier de la gare, épaules larges, nues, comme leur torse qui dégouline, lui, sur la chape de béton fondue à leurs pieds, et qui soudainement sèche quand arrive la pause. Une petite cigarette et un café au lait. Elle verra la vraie vie qu'il mène, elle verra la vraie vie, elle verra, puis plus rien. On brûlera Césarine, on la fera défiler dans les rues, des chaussures à la place des sabots, la pointe en flèche, le talon haut en cuir poli de crocodile peut-être, et une lingerie fine, une lingerie transparente à la place de l'autre, qui galbera les fesses, la poitrine un peu chiche de notre jeune démente, coureuse des hautes terres. On brûlera la merdeuse et on aimera l'exquise, Césarine des galas, des boutiques. Voilà. Pourquoi avoir utilisé un registre comme ça de conte ou très poétique, enfin un peu comme dans Nos mers, en tout cas dans la première partie, pour évoquer des sujets qui sont si durs, si douloureux? C'est le filtre ou le prisme, moi, à travers lequel non seulement je ressens les choses, mais aussi c'est grâce à ça que je parviens, je pense, à les restituer au plus près de ce que je les ressens, de ce que je ressens. Donc ça s'impose d'une certaine manière. Celui-ci, je me souviens avoir essayé de l'écrire de manière plus posée, moins poétique, mais ça me rattrape toujours. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je me rends compte que, et c'est encore plus vrai avec Sylvia, où là, je ne parle peut-être pas encore trop de ce texte-là, mais il est beaucoup plus autobiographique, il s'agit du décès de mes grands-pères. J'ai essayé d'être au plus près de ce que j'avais ressenti au moment où j'ai appris qu'ils étaient morts. Ils sont morts dans un laps de temps très très court, très rapproché. Et je pensais qu'une prose assez sèche, assez blanche, allait me permettre de toucher à tous ces faits. Et donc j'ai écrit une centaine de pages, et en les relisant, je me suis dit, ça n'a strictement rien à voir, ou en tout cas c'est très très loin de ce que tu as vécu à ce moment-là. Et du coup, et c'est valable pour Césarine aussi, j'ai repris le texte en me disant, voilà, maintenant, mets ta rationalité peut-être de côté, et essaye d'être plutôt dans quelque chose de l'ordre de l'impression, du ressenti. Je me sens beaucoup plus libre là-dedans. Et j'ai l'impression que, même si c'est peut-être un peu plus difficile pour le lecteur de rentrer dans le texte, parce que les choses sont un peu livrées comme ça, sans beaucoup d'explications, moi je veux faire confiance au lecteur et me dire que par la musicalité de la langue, peut-être il va réussir à s'accrocher et à voir que finalement il y a une narration quand même, et que petit à petit les choses se fixent et se stabilisent et on peut comprendre, et alors là y greffer ce qu'on veut, à la fois du ressenti et puis aussi des pensées bien sûr, quoi. Mais moi j'ai vraiment envie que les textes sur lesquels je travaille puissent être à la fois ressentis et qu'il y ait les deux, le ventre et la tête, quoi. Sinon j'ai le sentiment de passer à côté pas à côté du sujet, j'ai l'impression de passer à côté de moi qui écris, et du coup du lecteur qui peut-être va lire le bouquin.
Alors justement pour Sylvia, donc, qui évoque la disparition de vos deux grands-pères, mais de façon à la fois très pudique et en écho à la poésie de Sylvia Plath, c'est né comment ce lien En fait, Sylvia, je ne sais jamais s'il faut dire Plath moi non ou plus. Place. J'entends les deux. Qu'est-ce que vous me conseillez de dire? Comment? Et américaine. Donc Place, plutôt. Ouais. Ok. Une éducation. En fait. Non, mais si, c'est vrai. Mais c'est parce que chaque fois on me reprend en me disant c'est pas du tout comme ça qu'il faut dire, donc je ne sais plus. Mais toujours est-il, ça s'est fait de façon assez bizarre. La seule résidence d'écriture que j'ai faite, c'était dans le sud de la Belgique en 2009. Et je voulais déjà écrire nos mères. J'avais l'idée de ce nous et je me disais j'ai envie d'aller passer un mois et lancer le texte. Sauf que j'ai appris là que un de mes grands-pères était décédé à ce moment. Donc on m'a rappelé, je suis allé à l'enterrement. Mon grand-père précédent était mort quelques mois plus tôt, donc ça faisait un peu coup sur coup. Et surtout j'ai appris à ce moment-là que j'allais être papa. Donc la conjonction ces deux nouvelles ne m'a pas permis d'avancer sur nos mères. Et comme j'avais pris les œuvres de Sylvia Plath avec moi, je l'ai lu, à défaut de pouvoir avancer sur un travail. Et très vite je me suis rendu compte que toutes ces choses qu'on retrouve dans Sylvia, l'oscillation permanente entre la vie et la mort, elle est constamment présente dans son œuvre. Les personnages dont il est question aussi dans son travail sont très flottants et flous, et donc ça rejoignait la notion de la maladie d'Alzheimer des suites desquelles un de mes grands-pères est décédé. Et donc voilà, mais disons que Sylvia Plath elle est là, mais pas parce que j'ai un amour immense pour elle, encore que, j'aime beaucoup ce qu'elle fait, mais c'est plutôt un concours de circonstances. Je pense que si ça avait été Roiros à ce moment-là, je l'aurais utilisé. C'est que j'avais besoin aussi à ce moment-là de faire quelque chose de la situation, et puis surtout j'étais en résidence, donc il fallait que j'occupe mes journées et je les ai occupées en lisant. Mais très vite j'ai senti que ça me convenait, ce qu'elle écrivait, ce qu'elle dit, qui est très variable d'ailleurs en fonction de ses textes. Ça m'a inspiré. Et alors justement là, comme vous aviez ce projet parallèle, est-ce qu'il y a pour vous une différence dans le travail d'écriture entre... Sylvia, je l'ai écrit très vite, en un mois pratiquement, même s'il était retravaillé beaucoup. Là, je l'ai fait encore d'une autre manière, mais c'est vrai que j'aime bien quand il y a quelque chose d'un peu physique quand je l'écris. Donc il y a ce que je disais tout à l'heure, le fait d'être debout et de travailler dans une pièce en essayant d'avoir le texte vraiment dans l'espace. Et là, comme un des grands-pères, lui, s'est vraiment laissé mourir de faim, c'est pas du tout, je veux pas du tout m'apitoyer, mais pour essayer de retrouver un peu tout ça, j'ai fait un jeûne d'une dizaine de jours et j'ai écrit le gros du livre à ce moment-là. Donc pour moi, en termes de temps, en tout cas, il y a une grosse différence. Sylvia, après avoir essayé d'écrire 100 pages en prose sèche, et m'être aperçu que ça ne marchait pas, je l'ai retravaillé en essayant d'avoir juste en tête le ressenti, et ça a été assez vite. Et là il n'y a pas vraiment de montage par contre. Autant Césarine, j'ai déplacé à l'infini les blocs pour essayer de retrouver quelque chose qui me semblait fluide et harmonieux. Autant dans celui-là, j'ai rien déplacé, j'en ai supprimé quelques-uns, mais j'ai gardé l'ordre. Ouais. Et alors sur quoi vous travaillez maintenant ? Sur un texte compliqué qui mêle... c'est une sorte de méditation un peu philosophique et poétique en même temps sur notre rapport à la technologie. J'essaie de faire des parallèles entre cette présence, cette omniprésence des technologies dans nos vies et la manière dont ont vécu certaines grandes mystiques chrétiennes qui étaient toujours dans une recherche d'unité, d'union à Dieu, ou à la Vierge, ou à Dieu sait quoi, mais en tout cas, elles étaient toujours dans... Et donc, c'est une position qui les excluait, en fait, du monde,
mais il n'y a pas que chez les mystiques, chez saint Augustin aussi, il y a l'envie de tout rendre à Dieu, le peu de plaisir qu'il prenait sur cette terre. Et pourtant saint Augustin il aimait la musique dans les églises, il aimait les femmes, il aimait le vin, mais il s'interdisait d'en profiter. Et donc tout ça, il le retournait, il le rendait à Dieu. Et bref, je vois beaucoup de similitudes, il faudrait développer ça et peut-être donner à entendre le texte. Mais c'est une question qui m'obsède pour le moment. Je sais que vous êtes beaucoup sur Facebook, moi j'y suis depuis quelques temps, et ça me pose vraiment beaucoup de questions. Cette évolution qui est un petit peu imperceptible, ce que ça change, ce que ça amène. Donc voilà, il y a ça, et puis il y a un projet de roman, mais qui est très peu abouti, et en tout cas de toute façon maintenant je vais prendre du temps. Et pour l'un et pour l'autre, parce qu'il n'y a absolument rien qui presse, et j'ai envie que ça reste mesuré en fait. Et quand même de pouvoir me dire que je fais les choses à mon rythme. Ouais. Est-ce que vous avez des questions pour Antoine? Oui, je vous propose qu'on boive un verre. Merci beaucoup. Bien. Merci. Merci à vous. Surtout, n'hésitez pas. Un extrait de Sylvia, non? Oui. Mais je veux bien lire un extrait de Sylvia. Je lis un passage du deuxième chapitre pour changer. Ouais, je vais essayer de lire un petit peu du deuxième chapitre. Donc là, il est question du grand-père qui s'appelle Charles et qui avait la maladie d'Alzheimer. Moi, ce que j'ai essayé de faire dans cette partie-là, c'est de me souvenir de quelqu'un qui, lui, ne se souvenait plus de rien, plus le temps passé. Voilà. Donc Charles. Maintenant, 9 janvier, l'eau te vient en silence, Charles, et lentement crèvent tes bronches, ton torse, tes poumons, ton cœur, centre mort et glacé. Et lentement, comme souffle ou espérance, tu pars, et comme poumon de même, tu pars, tu disparais. Mais comme cœur, tu t'oublies seulement, ou tu t'allèges de toi, touché comme par la grâce. Et malgré ce qui s'en va, qui est brisé et submergé ou même rompu de toi, ne reste sur ce lit de mort qu'un visage nu, très pur et beau. Maintenant tes yeux ne me voient pas, qui viennent à peine de se fermer, et moi de pénétrer la chambre où tu viens de passer une année entière, et toi de ne plus du tout bouger, rien, ni la bouche, qu'une pince à linge rouge-orangé maintient scellée et plonge dans le silence, comme fatigue ou repos des mots. Rien, ni ton nez, devenu bec d'oiseau ou élastique de cire au milieu de ce désert, regarde, qui est devenu ton visage. Venu par l'eau en 1924, par l'eau à présent tu nous quittes, Charles, en cet hiver 2009, et au début de ta maladie, vers 2002, c'est l'eau déjà que l'on trouve, petite flaque ou lac, entre tes tempes, partout et toujours l'eau, bien avant même déjà qu'on évoque Alzheimer, fin mars 2005, et que ton histoire, que toute ta vie et ton visage lui-même en viennent à se résumer à ça, de la brume et du brouillard flottant sur toi, en toi, plus ton esprit abandonnera ton corps et son environnement, et nous abandonnera. De l'histoire d'un jeune homme musclé mais chauvant, faisant de la moto sur des routes de campagne à la lisière de 3 pays, de l'histoire d'un facteur de 40 ans prenant le train pour la mer du Nord l'été ou l'avion quand les finances sont bonnes pour Palma de Majorque ou Benidorm, de l'histoire d'un retraité cultivant un lopin de terre précis dans un endroit précis délimité par des cordeaux, des treillis et du repousse-limaces. Ton histoire peu à peu deviendra celle d'une station assise, d'une surveillance et d'un jeu de sangles qui, en chaque point de ton corps pourtant loin de se dire vaincu, va définitivement se refermer. Ce que tu auras pourtant achevé, tu penseras ne pas l'avoir entamé, et l'entamera donc, coupé du pain. Ce que tu n'auras pas entamé encore, tu penseras l'avoir achevé déjà, et ne l'entamera pas, coupé du pain. Et ainsi peu à peu, comme un fruit pourri ou comme une chose lentement arrive, la nuit après le jour, l'ennui, la maladie, tu oublieras tout, et tout en toi se mélangera, s'oubliera. Tout s'oubliera en toi, et ce que tu auras lu à la page des sports de ton journal, le résultat des matchs de foot, les matchs de foot eux-mêmes n'auront plus de sens, ou encore moins de sens, puisqu'en fin de compte se résumant toujours à des matchs nuls, des matchs en vain, tout match gagné pouvant tout aussi bien devenir un match perdu, et inversement, dans l'oubli, tout se vaut, gagner ou perdre, agir ou pas, parler ou pas, et que les jours passent et que la vie continue ou non.
J'aurais beau me pencher sur ton fauteuil, ta chaise roulante, ton lit enfin, sentir, plus je me fais proche, l'odeur de gel de tes cheveux blancs impeccablement rabattus vers l'arrière, prendre appui sur ton épaule le temps de t'embrasser, bonjour papou, de répéter, bonjour papou, rien à faire, tu ne me reconnaîtras plus. Comme si tout soudain s'était mélangé, mélasse, bouilli, gâchis, l'espace et le temps, l'ici, l'ailleurs, nos corps vivants et le corps des tiens, la plupart morts et enterrés depuis longtemps dans ton limbourg natal. Encore deux. En me visant de tes yeux bleus, perçants, presque de nouveau-né, tu me diras par exemple bonjour Edmond. Mais d'Edmond, moi je n'en connaîtrai pas, aussi loin que je me souvienne. Ou tu me diras bonjour Charles, et je saurai alors que tu penses à mon frère aîné, qui me ressemble un peu, il est vrai, et porte le même prénom que toi. Ou tu me diras bonjour Lou, et les enfants, la famille, tout le monde va bien. Mais d'enfant je n'aurai pas encore à l'époque, et Lou sera le diminutif de Louis, mon père, ton fils. Ou d'une voix fragile d'enfant perdu en sa propre maison, un rasoir à la main devant le miroir de la salle de bain, mais qui ne se rase pas et qui s'ignore ou même s'oublie et ne sait plus, tu me diras, as-tu vu pas? Dis, as-tu vu pas? Et Jean, tu l'as vu? Oui, non, je ne saurais quoi te répondre, ton frère Jean et ton père, Guillaume, étant morts quelques 20 ans plus tôt, pourtant ils étaient là, ajouteras-tu, jurant qu'il n'y a pas 2 minutes, avec toi, en toi, comme frisson ou délice, il te parlait. Voilà, petit aperçu de Sylvia. C'est difficile à lire dans ce texte. Ouais. N'hésitez pas à prendre un verre, faire signer des livres, continuer la discussion Bien de sûr. façon informelle. Merci à tous d'être venus, tous et toutes.